Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment un peu spéciale où pour une fois je vais présenter un petit peu mon DVD avant de faire la review. Donc je voulais juste vous montrer voilà un petit peu le box que j'ai. Donc c'est une édition un peu spéciale que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc à la base j'avais la version normale que tout le monde a, donc c'est-à-dire avec seulement le carton. Et finalement un coup en allant sur le Bon Coin j'ai vu qu'une personne vendait cette version et je la trouve tellement stylée que j'ai vraiment voulu la prendre. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous la montrer parce que je trouve vraiment cette version très très sympa. Donc on peut voir bien évidemment les palmiers, tout ça, la box qui en fait reflète, enfin ça fait vraiment vraiment cool. Euh, Attendez, je vais vous montrer le derrière. Ouais, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le derrière. Voilà. Comme vous pouvez voir, je le fais tenir avec un avec un pot de sel, voilà, donc sel de mer, baleine, voilà. Voilà, c'est du placement de produit, on pourra le dire. Voilà, donc ensuite ça c'est l'intérieur. Donc d'ailleurs je vais pouvoir répondre à une question de Jordan de la chaîne WWE Nation FR qui me demandait si bah, tout simplement s'il y avait souvent des trucs comme ça, des pellicules dans les coffrets ou si c'était rare. Je crois qu'en fait il y en a dans tous les coffrets, donc que ce soit des comme ça boîtes métalliques ou normaux quoi. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on voit la pellicule avec Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin. Donc c'était à WrestleMania 14, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous montre le derrière vite fait. Voilà. Et ensuite vous avez bah, le coffret que tout le monde connaît, c'est-à-dire celui-là, voilà, avec le Big Show, Mayweather et tous les acteurs de ce pay-per-view. Voilà, donc j'avais envie de vous le montrer parce que je trouve le set vraiment très très cool. Et puis donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à la review. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review consacrée à WrestleMania 24. Donc je vais directement passer aux caractéristiques de ce pay-per-view qui a été proposé par José21. Donc il avait demandé que je le cite. Donc bah voilà, dédicace à toi et merci pour la proposition de ce pay-per-view que je n'avais pas vraiment revu depuis un bon moment et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Voilà. Donc on va passer directement aux caractéristiques du pay-per-view. J'ai rien de spécial à vous dire avant de commencer. Donc ça se tenait au Citrus Bowl d'Orlando en Floride. Donc il y avait 74 635 spectateurs, donc c'est une très bonne affluence. Et pour la petite anecdote, eh bien, c'est le même stade qu'accueillera le WrestleMania 33 l'année prochaine. Voilà. Pour les deux thèmes musicaux de ce pay-per-view, donc on avait Light It Up du thème du groupe Rêve Theory. Donc c'est également un groupe, c'est un groupe très connu des fans de catch puisque c'est le groupe qui a composé le thème de Randy Orton. Et enfin, le deuxième thème, donc c'était également un groupe très connu là plutôt mondialement, c'était les Red Hot Chili Peppers avec le thème donc Snow, une musique posée. J'aime vraiment bien les deux thèmes musicaux de ce pay-per-view et ça m'a vraiment mis un coup au moral parce que là, au moins à l'époque, on avait vraiment des thèmes très très cool pour les WrestleMania. C'était pas du hip-hop de merde et voilà. C'était la petite touche musicale. On va pouvoir passer au show principal. Et juste avant de commencer cette review, je tenais juste à faire une petite précision. Bon, ça c'est cadeau, bonus, c'est une petite anecdote, je sais pas si vous le savez, mais lors de WrestleMania 24, il y a eu des blessés. En fait, il y a eu pendant les feux d'artifice, il y a environ une dizaine de spectateurs qui ont été touchés. Donc, bah écoutez, j'espère que l'année prochaine, pour WrestleMania, ils seront au point au niveau des feux d'artifice. Voilà, c'était l'anecdote totalement pourrie, mais au moins, ça va enrichir votre connaissance catch. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va commencer par l'opener. Donc, le premier match de la soirée, c'était JBL contre Finlay. Donc déjà, vous vous dites, c'est quoi cette affiche de merde? C'est vrai que ça fait pas rêver. Mais, et c'est là que la stipulation va vraiment sauver ce match, c'était un Belfast Brawl match. Donc c'était, on peut se le dire, un peu une street fight. Voilà. Donc le match a duré 8 minutes 35, donc c'est une bonne durée. Voilà, c'est l'opener. Moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'opener n'a pas forcément besoin pour moi d'être très très long. Et puis de toute façon, c'est pas le match que tout le monde attendait, donc qu'il soit pas très long, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Donc, alors mon avis, c'est que c'était un bon match pour commencer la soirée, et c'est pour ça que je dis que la stipulation a vraiment sauvé l'opposition, parce que JBL contre Finlay, ça me fait pas du tout, mais alors pas du tout rêver. C'est clairement un match en 1 contre 1 normal sans stipulation que j'aurais vraiment pas aimé.
Mais là la stipulation a vraiment donné un côté divertissant dans ce match. Donc j'ai relevé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans ce match. Donc je vais vous raconter directement la fin. Donc voilà, donc je vais vous raconter directement la fin. Donc à la fin on avait Finlay qui portait l'escalier, qui voulait taper JBL en fait avec. JBL était à terre, donc lui a porté un coup de kendo stick dans les jambes. Donc en fait Finlay est tombé, s'est pris l'escalier en plein dans la face. Et derrière JBL s'est projeté dans les cordes pour porter son Clothesline from Hell pour le tombé final. Donc victoire de John Bradshaw Layfield. C'est pas vraiment un résultat qui me déçoit ou qui me rend heureux. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai noté dans ce match? On a également eu un topé suicidaire à un moment de Finlay, et je pense que c'est vraiment le move de ce match. Donc en fait, on a Finlay qui a fait un topé suicidaire à l'extérieur et s'est pris un coup de couvercle en plein dans la face, donc ça a vraiment bien résonné dans l'arène. C'était vraiment un énorme coup, j'ai vraiment bien aimé ce moment. Ensuite, on a eu des coups de couvercle de poubelle, voilà. À un moment pareil, alors ça c'était vraiment cool, ça m'a fait beaucoup rire. En fait, on avait Hans Vogel qui était à l'extérieur du ring et qui a en fait encouragé et accompagné Finlay. En fait, JBL lui a tout simplement balancé une poubelle en plein dans la gueule. Ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Vas-y, toi, ferme ta gueule, prends-toi une poubelle, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, il était vraiment fun. On a également, je crois, c'est JBL qui a traversé une table. Donc c'est un match qui était quand même bien bourrin, l'air de rien, et qui a rempli parfaitement son rôle, qui a parfaitement lancé la soirée. Donc j'ai mis 7 sur 10, c'est quand même une bonne note pour commencer la soirée. Alors ensuite on va continuer avec le deuxième match de la soirée. C'était un match que tout le monde attend et je milite pour que ce match revienne à WrestleMania parce que ça rajoutait vraiment un côté encore plus cool à WrestleMania. Donc c'était le fameux Money in the Bank Ladder Match. Donc on va déjà faire un point au niveau des participants. Donc on avait John Morrison, Carlito, Shelton Benjamin, Mr. Kennedy, MVP, Chris Jericho et enfin CM Punk. Donc vraiment un tout petit point sur les participants, vraiment que des participants qui ont leur place là, vraiment une belle brochette de catcheurs et voilà. Donc le match a duré 13 minutes 55, bon 14 minutes quoi. Et c'est le seul bémol en fait que j'ai trouvé sur ce match, le seul point négatif c'est que je n'ai pas trouvé ce match très long pour un Money in the Bank Ladder Match. 14 minutes c'est vraiment pas long, c'est vrai que ça doit être, j'ai pas vraiment les autres Money in the Bank en tête. C'est peut-être le Money in the Bank le plus court de l'histoire. En tout cas, je pense que ça doit être le plus court. Et c'est bien dommage parce que qu'est-ce qu'il était bon ce match. Vraiment un festival de spots. J'ai même pas pris de notes parce qu'il y a eu tellement de spots impressionnants. Qu'est-ce qu'on a eu qui m'a retenu comme attention? À un moment, on a eu en fait Morrison qui a fait un genre de moonsault à l'extérieur du ring avec une échelle dans tous les participants. C'est un match qui a eu plein de rebondissements. Enfin, vraiment beaucoup de spots impressionnants. On a également eu un backstabber de Carlito sur Jericho du haut de l'échelle. On a le Walls of Jericho de Jericho sur Morrison en haut de l'échelle. Enfin, c'était vraiment un super match. Il n'y a pas eu de pause. Il y a également Shelton Benjamin qui est tombé du haut de l'échelle sur une autre échelle qui était placée à l'extérieur du ring. Donc il a fracassé l'échelle. Gros spot encore une fois pour Shelton. Je vais revenir sur la fin pour donner le vainqueur. Donc en fait, à la fin, on a Punk qui coince la jambe de Jericho. En fait, voilà. Les deux se mettaient des droites quoi. Et en fait Punk a bloqué la jambe de Jericho dans l'échelle. Donc en fait Jericho était un petit peu pendu quoi. Et ensuite on a forcément Punk qui avait le champ libre pour décrocher la mallette. Donc CM Punk qui devient Mr. Money in the Bank avec la foule qui explose. On a également eu à un moment MVP qui s'est fait coûter le match par Matt Hardy qui n'était pas dans le match et qui est sorti du public et qui apporte un twist of fate du haut de l'échelle. Donc c'est ce que je voulais vous dire par là, c'est que non seulement c'est un match très agréable à suivre, mais en plus de ça, on a eu des rebondissements. J'ai adoré ce match. Le seul vraiment point négatif que je peux donner à ce match, c'est qu'il n'a pas été très long. 14 minutes, c'est pour moi pas assez pour ce genre de match. Ce qui a peu pénalisé la note. S'il aurait duré 5 minutes en plus, j'aurais mis 10. Parce que vraiment, c'est un super match. Donc j'ai mis 9 sur 10. Ça reste quand même une très bonne note. Et puis voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, là c'était un match je pense que peu de personnes attendaient et c'est l'un des moins bons matchs de la soirée. Donc c'était le match SmackDown contre Raw, donc c'était Batista contre Umaga. L'affiche fait pas forcément tâche, enfin en tout cas sur le papier c'est pas un match qui fait rêver, mais c'est pas non plus un match qui donne envie de gerber quoi. Donc le match a duré 7 minutes, donc déjà c'est pas très long. Et on va pas se le cacher, c'était pas un match de ouf. Déjà pour une raison, c'est que Umaga a dominé la rencontre. Et
forcément vous connaissez Umaga, c'est pas un catcheur très rapide, il est agile par rapport au gabarit qu'il a, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'était un match assez lent, avec notamment Umaga qui portait une prise des trapèzes sur Batista, donc c'était vraiment pas un match avec un gros rythme. Umaga a dominé 80% du match, finalement Batista est revenu à la fin, avec un Spinebuster et une Batista Bombe pour la victoire de l'animal. D'ailleurs Batista Bombe il a galéré à la porter. J'ai pas vraiment noté énormément de choses dans ce match, ça mérite tout juste la moyenne, j'ai vraiment pas mis une note de ouf. J'ai mis 5,5 sur 10 donc c'est clairement pas ouf. Après pour moi ça méritait la moyenne mais vraiment rien de plus, c'est vraiment le genre de match on regarde mais voilà on s'en fout un petit peu quoi. La seule chose que j'ai noté de drôle c'est qu'il y avait des chants ou Umaga, voilà, j'espère que cette anecdote vous a fait rire. Non mais ça me fait beaucoup rire, ce chant là c'est un délire avec un pote quoi. Le chant ou Umaga c'est quand même peu commun. Mais c'était quand même assez fun. Donc voilà, victoire de Batista avec sa Batista Bombe. J'ai mis 5,5 sur 10. Voilà. Ensuite, le quatrième match de la soirée, là encore, je vais pas rester longtemps. Et là, c'est pas parce que je m'en foutais de ce match, c'est juste que le match a été extrêmement court. Je pense que là, maintenant, vous vous doutez de quel match je veux parler. Donc, c'était un match pour le titre de la ECW. Donc, Chavo Guerrero affrontait l'adversaire qui avait gagné une bataille royale, en fait, dans le pré-show de WrestleMania. Donc, c'était Kane qui avait gagné cette bataille royale. Donc, on a Chavo Guerrero qui arrive en premier sur le ring et qui attend donc Kane. Donc, c'est-à-dire qu'il regarde la rampe d'entrée. La musique de Kane commence à jouer, et donc forcément Chavo l'attend en fixant le titantron quoi, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Mais en fait Kane arrive par derrière, donc ce qui fait que l'arbitre lui dit mais il est derrière toi, regarde derrière toi. Chavo il met 3 heures avant de comprendre, finalement il se retourne, il voit Kane, qu'est-ce qu'il fait cette espèce d'abruti, il court vers Kane, Kane le chope par la gorge, chokeslam, le tombé, 1, 2 et 3. Voilà. Ça me fait chier. Je vous le dis franchement, ça me fait chier ce genre de match. Bah déjà, je déteste les matchs aussi courts. Et surtout, je pense que ce match aurait vraiment pu être cool en fait. Et c'est dommage. C'est dommage que. Parce que en fait, c'est ce qui me dérange le plus avec ce genre de match. C'est que bah, déjà, pour moi, ils servent à rien. Et surtout, c'est ce genre de match qui te plombe la moyenne finale du pay-per-view. Et c'est vraiment dommage. Donc, forcément, 8 secondes, j'ai pas pu mettre une très grosse note. J'ai mis 1 sur 10, je me voyais pas mettre plus. Et pour la petite anecdote, c'est le match le plus court de l'histoire de WrestleMania. Et à noter quand même, il y a eu une véritable explosion du public quand Kane est devenu champion, c'était assez impressionnant. Je pensais que le public allait être content, mais ça s'arrêtait là. Mais vraiment, le public était très très content, donc ça m'a vraiment surpris. Puis voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Ensuite, le prochain match, dédicace d'ailleurs à Jordan, je sais qu'il adore ce catcheur. C'était un match bien évidemment très très connu de WrestleMania 24, donc c'était Ric Flair qui remettait sa carrière en jeu face à Shawn Michaels, donc c'était vraiment un match très attendu de la part des fans. Donc déjà on voit Ric Flair qui arrive sur le ring, très très belle entrée du Nature Boy, à peine arrivé sur le ring il est déjà en train de à mi-temps de pleurer, voilà c'était chaud quoi. Le match a duré 20 minutes, donc c'est l'un des matchs les plus longs de la soirée, et autant j'ai eu beaucoup de mal avec Ric Flair, en général, surtout pour son dernier run, donc je pense de 2006 à 2008, j'ai eu énormément de mal avec le dernier run de Ric Flair. Mais pour ce match, on voit vraiment qu'il donne tout ce qu'il a quoi. On le voit, il est à la fin du match, il est vraiment à bout quoi. À un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait faire une crise cardiaque, qu'il n'en pouvait plus le pauvre. Il a vraiment tout donné ce qu'il avait dans le ventre quoi. Donc finalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même. C'était un match vraiment divertissant. J'ai vraiment bien aimé. Ça peut paraître bizarre parce que voilà, je déteste Ric Flair. C'est vraiment un catcheur que j'aime pas, je trouve qu'il est extrêmement surcoté. Mais en fait, j'ai vraiment adoré ce match. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait également Charlotte qui était au premier rang avec toute sa famille. Donc déjà, ça m'a fait bizarre de voir Charlotte. Ensuite, au niveau des grosses prises, bah, on en a eu quand même pas mal de prises. Hein. On a eu 2 figure 4 leg lock de Flair sur Shawn Michaels. Finalement, Shawn Michaels n'a pas abandonné. À chaque fois, il a réussi à casser la prise. Il y a également Shawn Michaels qui a tenté de porter un figure 4 sur Ric Flair, c'est passé moyen auprès du public. Finalement, Ric Flair n'a pas abandonné, ça aurait été chaud quand même. Imaginez Ric Flair qui abandonne sur le figure 4 pour finir sa carrière, ça aurait vraiment passé moyen, je pense. Finalement, on a eu 3 switching music de Shawn Michaels quand même à noter pour en finir avec ce match. On a également eu un moonsault à un moment, en fait, un springboard moonsault de Shawn Michaels. Finalement, Ric Flair l'a esquivé, ce qui fait que Shawn Michaels s'est pris
Il s'est pris la table des commentateurs en plein dans l'abdomen, donc il a dû bien le sentir, le pauvre. Euh, voilà. Ensuite, on a également eu un autre moonsault, mais ce coup-ci, il a réussi. Donc, il était en haut de la troisième corde et il l'a porté à l'extérieur du ring sur Ric Flair. Ensuite, voilà. J'ai noté que Flair avait tout donné. C'est vrai que Ric Flair, on le voit, il est vraiment au bout de ses forces à la fin de ce match. Il avait déjà 59 ans à l'époque. Et franchement, respect à lui, même si je l'aime pas, respect à lui d'avoir produit quand même un match de ce niveau-là. Et ça se voit qu'il a vraiment tout donné ce qu'il avait au fond de lui. Maintenant, je vais revenir à la fin de ce match qui est, je pense, très connu. Donc on a un premier switch in music de Shawn Michaels sur Ric Flair. Finalement on voit Shawn Michaels qui se relève, qui va dans le coin du ring. On le voit, il avait déjà les larmes aux yeux, il avait pas envie de la faire cette prise, ça lui déchire le cœur de le faire. Finalement on voit Ric Flair qui se relève en larmes et on voit Shawn Michaels qui le regarde, qui lui dit I'm sorry, I love you, et lui balance un deuxième switch in music en plein dans la face. Et donc voilà, Shawn Michaels met un terme à la légendaire carrière du Nature Boy, Ric Flair. C'est un moment très émouvant, pourtant je suis quelqu'un qui pleure pas facilement, vraiment j'ai beaucoup de mal à pleurer dans la vie de tous les jours. Mais ce moment là c'était vraiment très émouvant, on voyait Ric Flair en pleurs, ça lui fait tellement chier de prendre sa retraite. On voit toute sa famille au premier rang qui pleure, on voit Shawn Michaels qui est dépité quoi. Enfin c'est vraiment un match très très émouvant et pourtant je vous dis je suis quelqu'un qui pleure pas facilement mais j'ai quand même eu la larmichette quoi. Ouais voilà, ensuite on a tout le Citrus Bowl qui rend hommage à Ric Flair. Donc c'était un match vraiment très émouvant et vraiment très très costaud par rapport à l'âge de Ric Flair. Après bien évidemment vous allez me dire que c'est Shawn Michaels qui a quand même bien carré le match. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais je trouve que Ric Flair a quand même donné du sien, de sa personne pour un mec qui a 59 ans. Et vraiment il a tout donné ce qu'il avait. Donc au niveau de la note, c'est peut-être surélevé pour certains. J'ai mis 8,5 sur 10 parce qu'il y avait à la fois l'émotion et à la fois il faut aussi prendre en compte le fait que Shawn Michaels affronte un papy de 59 ans qui a quand même donné une sacrée performance. Et voilà, donc c'est vraiment un de mes matchs préférés de ce WrestleMania. J'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on va passer à un match, je vous le dis franchement, qui m'a fait beaucoup rire. Normalement, ça devrait pas me faire rire, mais bon, ça m'a fait beaucoup rire. C'était un Playboy Bunny Mania. Donc en fait, le guest en fait de pour cet événement, c'était Snoop Dogg. Et en fait, pourquoi c'était écrit Playboy Bunny Mania? C'est en fait parce que Maria et Ashley Massaro avaient fait la couverture de Playboy, voilà. Donc c'était un tag team féminin. Donc Ashley Massaro et Maria contre Beth Phoenix, donc la championne Women's à l'époque, et Melina. Donc le match a duré un tout petit peu moins de 6 minutes, donc déjà c'est pas très 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 long. Et alors, j'ai ri, mais qu'est-ce que j'ai ri pour ce match? Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je comprends pas. Bah en fait, c'était un festival de Botchamania. Ce match, c'est Botchamania. C'était vraiment, mais j'étais tordu de rire pendant ce match. Alors déjà, le match en lui-même, c'était clairement pas la folie. On a eu, voilà, on a eu clairement pas mal de botches. C'était pas non plus des botches très 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 flagrants, mais on a quand même eu pas mal de botches, ça se voyait. Le niveau in-ring, c'était clairement pas ouf. J'ai mis que c'était un match what the fuck. Il y a également eu, c'est ça qui m'a fait mourir de rire, t'as carrément la lumière en fait qui éclairait les catcheurs en plein milieu du ring qui s'est éteinte en plein match. Donc déjà j'étais ouf, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit même la lumière, même la régie en pouvait plus de ce match de merde quoi. Ensuite à un moment mais totalement what the fuck, j'ai pas compris, on a Jerry Lawler qui se lève de sa chaise en plein match, genre le mec comme ça quoi, il s'en fout, il se lève et il met une droite à Santino Marella qui à l'époque pardon, voilà, qui était un petit peu coach de Maria ou je sais pas quoi, enfin il y avait une histoire derrière tout ça. Donc Jerry Lawler qui se relève, qui met une droite à Santino, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Finalement donc je vais quand même donner le résultat final. Donc on a Beth Phoenix qui a porté une Fisherman Suplex je crois, enfin c'était un genre de brainbuster sur Maria pour la victoire donc de Beth Phoenix et Melina. Ça m'a fait plaisir parce que clairement Beth Phoenix qui perd contre deux playmates, ça m'aurait fait un petit peu chier. J'ai mis 4 sur 10 pour ce match. J'ai été, je trouve, très gentil. Mais en fait, j'ai été indulgent, déjà parce que en général, je suis assez indulgent avec les matchs féminins. Mais en plus de ça, ce match m'a fait tellement rire, tellement c'était what the fuck, que j'ai quand même surélevé la note finale. Pour la petite anecdote, juste après le match, on a Snoop Dogg qui a mis un genre de coup de la corde à linge droite, on sait pas vraiment, sur Santino, et derrière qui a roulé une pelle à Maria. Ça va, il s'est fait plaisir le mec, tranquillou.
voilà. J'ai également noté que Diva en 2008 égale Playboy, voilà. C'est aussi ça en fait qui me fait rire, c'est que les gens se plaignent de la Diva Révolution, comme j'ai pu le faire notamment, mais beaucoup se plaignent du niveau de la division féminine à la WWE. Et je vous invite à revoir les anciens WrestleMania, de voir à quel point la VE s'en battait littéralement les couilles de la division féminine. En 2008, on avait un match autour de Playboy. 2009, on avait une bataille royale remportée par un homme déguisé en femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça quoi. À chaque fois que vous vous plaignez de la division féminine actuellement, repensez au passé et vous vous direz ouais en fait on s'en sort pas si mal que ça quoi. Donc 4 sur 10, j'ai rien d'autre à dire parce que ce match c'était vraiment du botchamania et je vous invite vraiment à aller le revoir. Enfin en tout cas moi ça m'a fait, je sais pas pourquoi j'étais vraiment mort de rire parce que c'est déjà le match était pas bon, il y a eu des botches, la lumière qui s'était en plein match, c'était n'importe quoi. Jerry Lawler qui met une droite, on sait même pas pourquoi il fait ça. Enfin, vraiment, ce match m'a fait mourir de rire. Et puis voilà. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était un triple threat match pour le WWE Championship. Donc c'était Randy Orton qui remettait en jeu son titre face à Triple H et John Cena. Donc c'est un match qui a duré 14 minutes, donc déjà c'est une bonne durée. Alors mon avis c'est que c'était un bon triple threat match. J'ai vu mieux à WrestleMania, je pense directement à celui de WrestleMania 20. Mais ça n'empêche que c'est quand même vraiment un bon triple threat match, le genre de match que j'aime bien. C'est-à-dire que on a eu vraiment des enchaînements très rapides, c'était vraiment cool. À la fois par moments c'était lent, après il y avait de la rapidité. J'ai vraiment bien aimé ce match, vraiment. On alternait rapidité. Voilà, par moment en fait on avait genre un coup de la corde à linge de Triple H sur Cena. Derrière on a Orton qui en remet un sur Triple H, enfin, c'était vraiment cool. Donc je vais revenir vers la fin. Donc en fait à la fin on avait un pedigree sur John Cena, donc on se dit putain c'est fini. Et finalement on a Randy Orton qui en fait s'est fait, pour la petite anecdote, c'est quand même fait malmener pendant tout le match, on l'a presque pas vu. Arrive from out of nowhere et porte un punt kick dévastateur sur Triple H. Et donc vole le match, fait le tomber sur Cena. Et donc conserve son WWE Championship, une vraie victoire d'opportuniste, un petit peu comme Edge aurait pu le faire. J'ai bien aimé d'ailleurs la fin était vraiment cool. J'ai noté qu'il y avait quand même eu pas mal de grosses prises. On a eu du pedigree, du punt kick, du STF, du crippler crossface. Vraiment c'est un match vraiment agréable à suivre, je vous invite à aller le voir. Je vous dis c'est pas le meilleur triple threat of all time bien sûr, mais ça n'empêche que c'était quand même un bon match, j'ai vraiment bien apprécié. Et j'ai rien de spécial à dire sur ce match. Mais alors juste avant de donner la note, je vais juste parler vite fait d'un truc. Alors John Cena il a eu des entrées plutôt bonnes, plutôt mauvaises à WrestleMania. L'année d'avant, donc en 2007, il est arrivé avec une très belle voiture, je crois que c'était une Ford Mustang. C'est d'ailleurs pour moi je crois son entrée préférée de Cena à WrestleMania. Et alors l'année 2008, alors c'est je crois la pire entrée de Cena à WrestleMania. En fait, donc il y avait une genre de fanfare qui en fait jouait le thème de John Cena. Mais alors le rendu était dégueulasse. Et je dis pas ça parce que c'est Cena. Mais alors le rendu musical à l'oreille c'était absolument mais dégueulasse. J'ai détesté ça mais vraiment j'avais envie de rigoler tellement c'était moche. Et juste derrière en fait l'entrée de Cena, parce que c'est le premier des trois à être rentré, on voit Triple H qui arrive tout sobre avec sa musique normale, time to play the game, et l'entrée de Triple H mais rabille l'entrée de Cena, c'est hallucinant quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'était la petite anecdote musicale. Et sinon pour la note j'ai mis 8 sur 10, donc c'est quand même une bonne note. Et puis voilà. Et ensuite on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était un match que j'attendais pas spécialement. C'est le genre de match que je déteste à WrestleMania quand une guest est invitée à Mania. Donc c'était Floyd Money Mayweather contre le Big Show. Donc ils avaient vendu ça un petit peu comme David contre Goliath. C'était the best fighter in the world contre the world largest athlete in the world. Donc le match a duré 11 minutes 30, donc la durée est déjà bonne. Et bizarrement je ne vais pas trash talk ce match. Vous allez vous dire, et pourtant c'est pas du catch et tout. C'est clair, in-ring, je veux dire, le niveau catchesque, c'était le niveau 0. Franchement, la technicité là-dedans, il n'y en avait absolument pas. Mais, et c'est ça qui est important, il faut quand même le noter, ils ont tout misé en fait sur le côté entertainment. Et là, ça m'a diverti. C'est-à-dire que faut pas prendre ce match, faut pas regarder le niveau in-ring pour ce match parce qu'il n'y en a pas. Ça c'est clair et net. Par contre, si vous vous basez sur le niveau divertissement de ce pay-per-view, enfin de ce match plutôt,
voilà, ça m'a diverti. Voilà, ça m'a diverti. On a le Big Show notamment qui au début s'est pris 2-3 droites par Mayweather. Ensuite, il a réussi à prendre le dessus. Ensuite, on avait son équipe parce qu'il était accompagné Mayweather qui voulait le soigner, enfin faire attention, qu'il allait bien, tout ça. Finalement, le Big Show en a calmé quelques-uns pendant le match. Ensuite, au bout d'un moment, on avait le Big Show qui commençait vraiment à prendre le dessus sur Mayweather. Et finalement, au moment en fait où donc, il avait fait une descente du coude, il allait en faire une deuxième. Le public d'ailleurs était à noter à 2000% pour le Big Show pendant ce match. Donc il était déjà pas apprécié à l'époque Mayweather. Et donc au moment en fait où le Big Show voulait porter sa deuxième descente du coude, on a les mecs qui le tirent. Et donc on a Mayweather et son équipe qui allait se barrer en backstage. Sauf que le Big Show en avait gros sur la patate, il aime pas Mayweather. Donc le Big Show il arrive, il sort, il court carrément, il tape la sécurité de Mayweather, il reprend Mayweather dans le ring. Et donc ensuite il y avait un gars, donc Mayweather était encore en train de se faire malmener. T'as un gars qui arrive, qui met un coup de chaise donc, dans le Big Show dans son dos, le Big Show sent rien, il se retourne, il arrive, il lui met un chokeslam, dégage-moi ça toi. Et finalement c'est là qu'on arrive à la fin du match. Donc ensuite on a Mayweather qui arrive, qui prend donc la chaise de son gorille là, qui avait intervenu 2 secondes avant. Donc Mayweather arrive, met un gros coup de chaise dans le ventre du Big Show. Ensuite il enchaîne, il lui met au moins 3 gros coups de chaise dans la tête. Ensuite il arrive, il prend un point américain qui avait justement le mec qui s'est pris le chokeslam plus tôt dans le match. Et donc il arrive, il met une énorme droite avec un coup de poing américain dans la tête du Big Show. Finalement le Big Show est KO. Parce que oui, donc j'ai pas précisé, ce match là on pouvait le gagner par soumission, par tombée ou par KO. Et donc là c'était vu que c'était un boxeur. Donc victoire de Floyd Mayweather par KO sur le Big Show. Bon forcément, enfin je vais pas revenir sur la victoire de Mayweather, que ça me fait chier, voilà, parce que je crois qu'il avait un match contre Oscar de la Hoya plusieurs mois après. Pour sa crédibilité, voilà, s'il aurait perdu dans un match de catch, ça l'aurait peut-être un petit peu affecté. Mais de mon côté, de mon point de vue, ça me fait toujours chier quand un catcheur doit se passer sous le bureau pour une star, ça me fait toujours chier quoi. Encore là ça passe parce que c'est un combattant, c'est crédible au final. Mais quand c'est une star de merde là, comme je vais prendre l'exemple, Snooki à WrestleMania 27 ou Maria Menounos à WrestleMania 28, ça me pète royalement les couilles. Et c'est pareil, cette année on avait des rumeurs comme quoi Stardust pourrait affronter Stephen Amell. Je vous le dis direct, bon apparemment on l'aura pas cette année heureusement, mais si jamais on aurait eu ce match là, je l'aurais trash talk. Pas parce qu'on a Stardust, mais parce que Stephen Amell aurait battu Stardust et ça m'aurait pété les couilles. Je déteste ça moi, les victoires de guest à Mania. Donc là, bon, là on s'éloigne du sujet. Donc j'ai mis 6 sur 10. C'est quand même une bonne note. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à nous divertir par rapport, au match quoi. Donc voilà. Et je préfère préciser, j'ai vraiment pas noté le niveau in-ring. J'ai pas noté la technicité in-ring catchesquement parlant. J'ai plutôt noté l'entertainment parce qu'il y avait que ça à noter. Ils ont quand même réussi à me divertir, donc voilà. Et enfin, on va passer au main event of the evening. Donc c'était pour le World Heavyweight Championship. Donc c'était The Rated R Superstar Edge face à l'Undertaker. Première chose à noter, c'est SmackDown qui clôture le show. Et ça, bordel de merde, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça prouve vraiment qu'à l'époque SmackDown c'était vraiment énorme quoi. Moi je me rappelle que de toute façon, enfin je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, SmackDown 2008-2009 c'était au-dessus de Raw. Et voilà, ils avaient un roster de dingue à l'époque. Et j'ai vraiment bien aimé ce match. Ça a également fait beaucoup plaisir à Edge je pense, parce que voilà c'est le seul main event de Mania qu'il a pu faire. Et clôturer Mania, surtout que c'est quand même un très beau Mania, face à Taker, ça a quand même dû lui faire vraiment plaisir. Donc le match a duré 24 minutes, donc déjà c'est une très bonne durée. Alors mon avis sur ce match est décomposé en deux parties. La première partie où j'ai moins apprécié, c'est la partie que je vous explique souvent, c'est-à-dire Edge s'en est pris pendant une grande partie du match en fait au dos de l'Undertaker, ce qui fait que l'Undertaker avait du mal à porter Edge. À un moment en fait il a voulu faire carrément un slam sur Edge. Et finalement en fait il a même pas pu. Sauf que voilà, Edge, je veux dire, c'est pas le Big Show. Donc c'est vrai que bon voilà, Taker vendait plutôt bien la chose, il avait mal au dos. Donc cette première partie je l'ai pas spécialement appréciée parce que vous le savez, j'aime pas ce genre de match en fait. Mais la deuxième partie a été vraiment cool. Je vais vous relever toutes les grosses prises qu'il y a eu pendant ce match et il y a eu pas mal de rebondissements. Donc on a eu deux spears
on a eu un chokeslam, on a eu un last ride, on a eu un execution et on a eu un tombstone de l'Undertaker. Donc c'était vraiment festival de finishers, mais je veux bien qu'il y ait beaucoup de finishers quand c'est bien construit. Et là, ça a été bien construit. Contrairement par exemple au Lesnar Reigns ou au Cena Rock, là, certes, il y a eu beaucoup de finishers, mais ça a été bien amené. Et donc, c'est crédible. Ils n'ont pas utilisé un tombstone dès la première minute, quoi. Donc, je vais vous résumer la fin parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses pour la fin de ce match. Donc, on a eu un big boot de l'Undertaker sur Jimmy Corderas, donc l'arbitre de ce match. Finalement, donc, Corderas était totalement out. Finalement, ensuite, Edge a repris le dessus pendant que Jimmy Corderas était dans les vapes. Il a été prendre une caméra d'un caméraman, d'ailleurs il l'a dégagé, c'était assez marrant. Il prend la caméra, il met un coup de caméra sur le Taker. Finalement il arrive, il essaye de porter un tombstone sur Taker. Finalement Taker le contre, et c'est Taker qui porte le tombstone sur Edge. Donc il fait le tomber. Finalement Jimmy Corderas était out, il était toujours dans les vapes. Et là on a eu le moment, mais fou rire. Ce moment, mais je pourrais me le regarder tous les jours, ça me fera toujours autant rire je crois. On a Charles Robinson qui tape à 100 mètres à la Usain Bolt vraiment en déballant quoi. Ça m'a fait mais tellement rire. Je vous invite à aller le revoir, mais ce moment me fera toujours rire je crois. C'était vraiment magnifique. Il oh là là. Robinson qui fait son 100 mètres. Putain, ça va me marquer ça. Donc Robinson qui court, qui fait son 100 mètres. 1, 2 et simplement 2. L'Undertaker se dégage. Ensuite on a les Edge Hits, donc Zack Ryder et Kurt Hawkins qui arrivent, qui veulent intervenir. L'Undertaker leur laisse même pas le temps en fait d'intervenir. Il arrive, il les calme avec un chokeslam sur Ryder qui tombe sur Hawkins. Enfin, c'était vraiment énorme. Il se retourne, il se prend le spear de Edge, le tomber 1, 2, simplement 2. Ensuite on a Edge qui reprend de l'élan, deuxième spear. Et là on se dit c'est fini, fin de la streak. Eh ben non, puisque Edge prend trop de temps avant de faire le tomber. Et là, donc ensuite, l'Undertaker porte la Gogo Plata, donc c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, plus connu sous le nom de l'Hell's Gate maintenant. Et finalement, Edge abandonne, et donc l'Undertaker à l'époque était invaincu à WrestleMania, ça faisait 16-0, et l'Undertaker devenait de nouveau World Heavyweight Champion. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, la construction, les prises de finition qui ont été bien faites, il y a eu du suspense. C'était vraiment un match très agréable à suivre qui clôture parfaitement ce WrestleMania, et donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, donc en additionnant donc les notes du pay-per-view, j'arrive à la moyenne de 6,3 sur 10, donc c'est pas une très grosse note. Autant d'habitude je vous dis que souvent mes notes peuvent refléter ou non vraiment ma pensée sur le show, et là je vous dirais que franchement la note est vache. Et c'est pour une raison très simple, le Cain Chavo Guerrero qui a totalement pété la note finale du pay-per-view. Le 1 sur 10 fait très mal en fait à la note finale. Le tag team féminin également, 4 sur 10, mais c'est pas vraiment celui-là vraiment qui fait très mal, c'est surtout le Cain Chavo Guerrero. Mais vraiment, pour être franc avec vous, je trouve que la note est pas vraiment représentative en fait du pay-per-view. C'est vraiment un excellent WrestleMania, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à revoir ce pay-per-view, ça m'a mis de la nostalgie puisque vraiment à l'époque on avait un très beau roster, ça m'a permis de revoir des catcheurs, vraiment ça m'a fait très plaisir de voir ce pay-per-view. À noter dans les gros points positifs, et c'est pas le cas pour beaucoup de WrestleMania, les deux matchs de championnat poids lourd ont été très bons, que ce soit pour le Triple Threat ou bien le Taker Edge, les deux ont été très agréables à suivre, et c'est pas tout le temps le cas. Je vous invite à aller voir les anciens Mania, c'est souvent, allez, l'un des deux qui est bon, l'autre qui est en dessous, ou bien carrément les deux qui sont pas bons, c'est déjà arrivé aussi, je pense au 29, mais donc voilà, les deux matchs de championnat étaient très bons, le Finlay JBL était très sympa, Mayweather Big Show a rempli son job, le MITB Ladder match était très bon, Shawn Michaels Ric Flair pareil, c'était vraiment un très bon match, très émouvant, c'est vraiment un match qui m'a fait mis les larmes aux yeux, et je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Sinon voilà, bien évidemment il y a quelques matchs qui ternissent un peu l'image de ce pay-per-view. Je pense au Batista Umaga qui était vraiment pas ouf, au tag team féminin et forcément au Cain Chavo Guerrero qui pourrit la note finale de ce pay-per-view. Mais en conclusion, ce WrestleMania est vraiment très agréable à suivre, et si je devais mettre une note plutôt représentative de ce pay-per-view,
j'irai plutôt du côté des 7,5 8 que plutôt des 6,3 quoi. Donc voilà. Donc écoutez, ma review de WrestleMania 24 est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Quel est le match que vous avez le plus aimé, le match que vous avez le moins aimé. Voilà, enfin bref, comme d'habitude. Voilà, donc ma prochaine vidéo, ce sera la vidéo pronostic de WrestleMania qui arrivera normalement jeudi ou vendredi, je sais pas vraiment encore exactement. Voilà, donc je vous invite encore une fois à commenter, à partager, à liker, bref, voilà, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis bah, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et puis salut!